Pour parler justement de cette voie professionnelle, je suis ravie d'accueillir deux invités que j'aime beaucoup, qui sont déjà venus dans le Grand JT. Pascal Vivier, bonjour. Bonjour Virginie Guillaume. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le secrétaire général du SNETA, le syndicat de l'enseignement professionnel. Et face à vous, ravie d'accueillir également Dylan Aïssi. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes fondateur du collectif Une Voix pour tous, qui réunit donc des élèves, des anciens élèves et des profs justement de ce métier pour alerter, sensibiliser et redorer l'image, je mets bien un petit redorer l'image des filières pro, parce que j'en ai marre, et j'imagine que vous aussi, que constamment, et c'est pour ça que j'ai commencé l'émission comme ça, en disant, je reprends mon texte, considéré comme, et par certains, une voie de garage. Pourquoi ça continue encore et encore, Dylan? Parce que dans les faits, on a toujours tout un tas de données qui montrent à quel point l'orientation en lycée professionnel se fait malheureusement pas forcément au niveau du choix de l'élève, mais qu'il y a une logique de gestion de flux de la part des collèges et notamment des conseillers d'orientation qui orientent en fait les mauvais élèves en lycée professionnel sans forcément qu'il s'agisse de choix. Donc tout est un problème en fait d'orientation au départ par rapport à la filière pro. Vous avez dit, Pascal Vigier. Je dirais il y a un vrai problème sur l'orientation, mais il y a un vrai problème aussi lié au collège. Est-ce qu'on s'occupe des jeunes au collège avant qu'ils n'arrivent à un choix d'orientation en fin de troisième qui, évidemment, est un choix par défaut. Donc ce sont les élèves qui ont les résultats scolaires les plus faibles qui sont orientés vers le lycée professionnel. Donc vous avez parlé tout à l'heure de voie de garage, mais on peut dire carrément que c'est une voie de relégation et c'est bien dommage pour les diplômes qui sont nécessaires aujourd'hui. Il n'y a pas que des mauvais en filière pro. Il n'y a pas que des derniers. Alors ça dépend de quoi on parle. Ouais. Quand on parle des brevets des métiers d'art, vous avez des taux de pression, c'est-à-dire plusieurs candidats pour un poste. Quand vous parlez de l'hôtellerie, de la restauration, vous avez beaucoup de candidats. Donc aussi il y a un choix. Mais dès que vous parlez du lycée tertiaire, Agora, c'est-à-dire gestion, administration, logistique et transport, ce sont majoritairement des jeunes filles qui n'ont pas réussi à accéder au lycée général et technologique, et donc on se récupère des jeunes filles qui n'ont pas forcément le niveau scolaire, qui sont pas heureuses d'être ici, qui auraient voulu avoir une autre orientation, et à la fin, vous avez des classes avec des polydifficultés. Cette question-là, elle se pose aussi avec les handicapés. C'est un chiffre que je donne souvent. 75% des lycéens en situation de handicap sont en lycée professionnel. Donc il y a un vrai problème d'orientation. Si ces jeunes qui sont en situation de handicap ont vraiment envie d'accéder à un métier rapidement, pourquoi pas? Super. Mais 75%. Donc on voit que le système d'orientation est malade, mais plus que le système d'orientation où il est déjà en fin de course, en fin de troisième, c'est tout le collège qui n'arrive pas à exploiter les meilleurs talents de tous les élèves. Dylan Aïssi, vous êtes d'accord avec cette analyse-là? Et deuxième question, est-ce que réellement il faudrait reprendre l'orientation peut-être beaucoup plus tôt, à partir de la 6e? Alors complètement, on est d'accord sur ça. On aime aussi rappeler que finalement, cette question de l'orientation s'inscrit dans la ligne droite des défaillances du système éducatif français. On sait que la France, en termes de reproduction sociale par l'école, est un des pires pays de l'OCDE, sinon le pire. Et il y a ce chiffre qu'on aime aussi rappeler, qui est que lorsqu'on est issu de milieux défavorisés, on a 93% de chances de plus d'aller en lycée professionnel et 169% de chances de plus d'aller en CAP. Donc finalement, ça s'inscrit justement dans tout ce processus d'inégalité scolaire, d'inégalité sociale, d'injustice sociale. Alors la question de l'orientation, elle doit s'inscrire de façon équivalente pour tous les élèves dans tous les territoires, mais elle doit aussi être l'objet d'un changement de regard. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de revalorisation du lycée professionnel, comme sont en train de le faire actuellement la ministre déléguée et le ministre Pap Ndiaye, on parle de revalorisation des métiers. Et nous, ce qu'on porte comme proposition, c'est l'idée aussi de transformer le contenu même des filières proposées et d'aller plus loin, d'être créatif. De quelle manière? En créant finalement des filières qui correspondent aussi aux envies des élèves. Parce que là, la rhétorique qu'on entend constamment depuis la dernière élection présidentielle, c'est celle de l'emploi, c'est celle de l'adaptation finalement des filières aux enjeux. Où on engage. Exactement. Et finalement, on s'adapte seulement aux pénuries. Donc on va finalement, avec le lycée professionnel, boucher les trous du secteur économique, alors qu'on ne doit pas réfléchir comme ça. Alors que la formation n'est pas la seule coupable des défaillances du système économique.
Mais est-ce qu'au moment, effectivement, où on se pose la question de savoir, en tant que parent, mais aussi en tant qu'élève, où je dois aller, parce que c'est vrai qu'on nous dit tout le temps, mais non, mais il n'y a pas de travail, il n'y a pas de métier, il n'y a pas de débouché, il n'y a rien, il n'y a pas d'argent. Est-ce que c'est vrai que l'élève comme le parent, et peut-être effectivement l'établissement, qui, il aide à la réflexion, se disent, oui, va vers tel métier, par exemple ceux du numérique. On se dit que probablement que la plupart des métiers, 75% des métiers en 2035, seront des métiers du numérique. Alors, est-ce qu'il faut aussi, il faut penser comme ça? Parce que... Ah mais ça concerne la carte des formations et il nous faut des nouveaux diplômes. Chaque ministre successif nous parle de métiers d'avenir. Oui. Moi maintenant, plutôt que de venir avec dans sa besace des éléments de langage, je voudrais vraiment qu'on définisse c'est quoi les métiers d'avenir, quel diplôme on met à côté, CAP, Bac Pro, parler du numérique dans la communication, on n'a pas besoin uniquement de concepteurs web, on a aussi besoin entre guillemets de petites mains et au bout de la main il y a un cerveau pour abonder un site web, on a besoin de jeunes pour s'occuper dans la communication et au niveau de l'événementiel. Tous ces diplômes-là, on ne les a pas. Parlons du grand âge aussi. Oui, alors justement, vous avez fait une proposition en ce sens, et puis en fait, pendant 5 ans, il ne s'est rien passé. Alors, pas pendant 5 ans, ça fait 20 ans qu'il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Vous avez fait la proposition il y a combien de temps? Ah, ça fait 15 ans que je porte... 15 ans que vous en parlez? Ah, ça fait 15 ans que je porte ce débat-là. Comme quoi, toutes les informations ne sont pas vraies sur Internet, puisque j'ai quand même beaucoup lu, et à chaque fois, c'était inscrit 5 ans. Non, il faut apprendre à déchiffrer les médias. On a dû parler... on a dû raccourcir. Non, ça fait 15 ans que je porte ce débat-là. Ouais. Quand Jacques Chirac avait dit qu'on allait avoir un problème lié à la dépendance, tout de suite, je me suis dit, il faut qu'on ait des diplômes liés à la dépendance. En s'inscrivant dans un diplôme qui est plutôt très reconnu, c'est le CAP Petite Enfance, où il faut savoir que majoritairement ceux qui passent le CAP Petite Enfance sont des adultes qui ont un autre diplôme, des hommes, des femmes, dans une seconde carrière, qui veulent garder des enfants, qui veulent plutôt travailler en crèche, etc. Et donc on s'était dit, il faut un CAP, grand âge, c'est un métier d'avenir. On a eu le ministère de la Santé qui nous a toujours dit non. Mais non, pourquoi ? Non, parce qu'ils ont leur propre diplôme d'aide-soignant, d'infirmière, et ils ont peur de dévaloriser une fonction de soignant. Et puis, vous savez, c'est les précarés où chaque ministère doit défendre ses propres diplômes. Mais l'aboutissement de tout ça, d'un travail de 15 ans, c'est que la pandémie arrive et on voit qu'on manque incroyablement de personnel dans les EHPAD, à domicile pour s'occuper des personnes âgées. Et ça, on ne l'a pas. Et dans plein d'autres métiers, des métiers où les jeunes pourraient aller, les conducteurs de drones. On voit actuellement dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine combien les drones sont hyper importants pour le renseignement. Ouais. Eh bien, là aussi, ce ne sont pas les concepteurs du drone qui vont le conduire, il nous faudra des experts qui pourront aller au renseignement avec des drones, et ça aussi, on a des diplômes. Mais alors donc, à vous suivre, vous rejoignez en fait les propos du chef de l'État qui dit qu'il faut aller dans des secteurs, pousser justement la voie professionnelle dans des secteurs qui s'ouvrent et qui ont le plein emploi, ou presque? Alors moi, je ne rejette pas tout du président de la République. En revanche, je ne comprends pas qui lui a donné la photographie. Ou alors il a un strabisme, ou carrément aveugle, mais je ne comprends pas du tout. On ne peut pas dire actuellement nos jeunes en lycée professionnel ont besoin de plus d'entreprises. Aucune entreprise ne dit le jeune, il lui manque les technologies liées au métier. En revanche, il lui manque des savoir-être, il lui manque les réseaux, il lui manque à savoir se situer dans la société. C'est ça qui lui manque. Donc il lui manque plus d'écoles. Et le président de la République propose, lui, plus de stages. Je crois qu'une bonne réforme, ça serait déjà de dissocier l'urgence. Qu'est-ce qu'on fait pour les jeunes qui sont actuellement en fin de troisième et ceux qui sont en lycée professionnel, et ce qu'on fait dans l'avenir pour que des jeunes qui ne nous arrivent plus en fin de troisième cabossés, mais nous arrivent avec un réel choix d'orientation, parce que tous les métiers leur auront été présentés au collège. Et je dis souvent, il faut que le jeune qui finisse médecin puisse regarder sans aucune forme de condescendance celui qui va être plombier, celui qui va être aide-soignant. Et ça ne peut se faire qu'à partir du collège. C'est un débat plus global, alors qu'il veut
resserrer le débat sur l'enseignement pro. C'est le meilleur des mondes, l'Aldo Huxley, ce que vous nous racontez, mais dans la réalité, malheureusement, c'est pas ça, et on aimerait. Dylan Aïssi, là, on voit que Carole Grandjean, donc la ministre déléguée à la voie professionnelle, annonce l'augmentation, vous le disiez, de 50% du temps de stage pour les lycéens en voie pro. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Est-ce que le fait d'avoir plus de stages et donc plus de familiariser avec l'entreprise, c'est une bonne chose? Est-ce qu'il faut qu'il y ait plus de tutorat dans votre collectif? J'imagine que vous portez aussi ce genre de projet. Ce que démontre en tout cas cette volonté d'augmenter de 50% le temps en stage, c'est la méconnaissance déjà de Carole Grandjean de ce que c'est que d'être élève en lycée professionnel. C'est la méconnaissance, ou en tout cas, comme le disait Pascal, l'aveuglement face aux chiffres qui disent que 60% des élèves en lycée professionnel arrivent avec au moins un an de retard scolaire. Et donc 50% du temps de stage sur les 3 ans équivaut à 1 an en entreprise. Ce qui fait que finalement, là où il y a le plus de retard scolaire, là où il y a le plus de retard sur les savoirs généraux, sur les savoirs fondamentaux, eh bien, on va pas prendre le temps de le rattraper par justement du temps scolaire, comme le disait Pascal. Donc il faudrait davantage en fait de savoirs fondamentaux aussi en voie pro? Absolument, mais en fait c'est une urgence. Le lycée professionnel, c'est... Ils le comprennent ça? L'État, le ministère? Non, visiblement pas. Le lycée professionnel, c'est la véritable école de la seconde chance, parce que lorsqu'on arrive, comme tu disais, on arrive très souvent cabossé, avec des retards qui s'accumulent, dans une orientation qui n'est pas choisie, donc dans des stages qui souvent ne sont pas choisis ou ne conviennent pas forcément à nos ambitions. Et donc là où justement le travail est à faire, c'est sur le rattrapage de ces lacunes, c'est sur le rattrapage de tous ces retards qui sont essentiels finalement pour la santé d'une société. Et pourtant, on voit beaucoup de jeunes, collégiens et après lycéens, donc, qui choisissent des voies professionnelles justement pour des métiers qui, tout d'un coup, eh bien, se réapprennent, sont de plus en plus visibles aujourd'hui, qui sont les métiers, par exemple, du bois, les métiers effectivement de l'art dont vous parliez, de la mode, du costume ou d'autres. Donc petit à petit, au fait, on voit cette image se redorer. Est-ce que aussi ces sentiments qui reviennent, où de vrais jeunes font le choix de la voie pro parce que c'est la voie qu'ils souhaitent? Nous, c'est tout le discours qu'on porte. On dit finalement, effectivement, il y a des orientations qui sont choisies et il faut les encourager et il faut s'appuyer sur la façon dont elles fonctionnent pour pouvoir réformer le lycée professionnel. Et c'est pour ça justement qu'on ne dit pas qu'il faut une suppression du lycée professionnel, parce qu'on considère qu'effectivement, il y a une méthode pédagogique qui est intéressante et qui est importante pour des élèves qui ne sont plus en compétition comme ils ont pu l'être durant le collège. Mais finalement, il faut que ces exemples-là d'orientation qui soient choisis puissent représenter le plus de cas possible. Or, aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Alors, les déplacements à gauche, à droite, les prises de position et prises de parole, par exemple, du président de la République montrent que, et du ministre aussi, Pap Ndiaye, montrent que, évidemment, une réforme semblerait s'écrire ou arriver dans les semaines à venir. Qu'est-ce qu'on attend précisément de cette réforme au-delà de ce qu'on vient de se dire? Alors, mon organisation, elle souhaite une réforme du lycée pro. Parce que le constat, il est sévère. On a perdu 100 000 élèves ces 10 dernières années, et ce n'est pas l'apprentissage. Donc ce n'est pas en ouvrant les lycées professionnels à une espèce d'apprentissage qu'on va résoudre les problèmes liés au lycée pro. Je crois vraiment, comme Dylan Aïssi l'a dit, il faut qu'il y ait une orientation qui soit plus sur le choix de l'élève. Il faut pouvoir apporter des rustines, c'est-à-dire donner le maximum d'écoles à ceux qui en ont eu le moins. Et il ne faut pas se tromper sur la photographie. C'est comme quand j'entends la ministre déléguée dire « il faut raccrocher les décrocheurs, il y a trop de décrocheurs en lycée pro ». Mais c'est normal, quelle affaire, quelle belle affaire. Découvrir que c'est en lycée pro que les élèves nous arrivent le plus fatigués, cabossés par le système, c'est normal qu'ils décrochent. C'est comme si je disais, il faut tuer l'hôpital parce que c'est l'endroit où il y a le plus de morts dans notre société. Enfin, pardon, mais si on part pour une réforme avec des constats pareils, on ne va pas s'en sortir. Une réforme est nécessaire, oui. Une complémentarité avec les entreprises, c'est nécessaire. Mais n'oublions pas sur le bac pro que tous les jeunes, leur volonté, à plus de 70% l'année dernière, n'était pas d'accéder à l'emploi après le bac, mais d'accéder à l'enseignement supérieur, à savoir avoir une place en BTS, en licence pro. Ça, il faut aussi entendre un phénomène de société où les jeunes qui se sont dirigés vers le lycée pro et qui ont réussi à acquérir et avoir goût à l'école, par le CAP, par le bac pro, veulent continuer massivement. Ou alors on leur dit, et je commence à l'entendre à cette rentrée, non, ils ne doivent que s'insérer dans l'emploi. Je vous le dis, nous c'est non. L'insertion, c'est et dans l'emploi, il faut que nos diplômes soient directement à mettre à profit dans les entreprises, mais aussi
à aller en enseignement supérieur. Mais vous le disiez, vous le disiez tout à l'heure, Dylan Aïssi, en fait, lorsqu'on est dans un milieu défavorisé, un jeune, il y a 93% l'occasion d'être orienté en lycée professionnel, et ce taux grimpe à 169% pour le CAP. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, si on regarde de manière plus large, l'école crée des inégalités et les maintient. Bien sûr, elle les maintient et elle les renforce parce que finalement, c'est des inégalités qui se creusent d'année en année. Et en aucun cas, aujourd'hui, la réforme qui est envisagée n'a pour ambition justement de mettre fin à ces inégalités-là. Il y a tout un paradoxe finalement qui n'en est plus un, c'est un secret de polichinelle. Lorsque Carole Grandjean, dans une interview pour Challenge, dit à la fois il y a de plus en plus d'exigences en termes de diplôme, donc il faut que nos élèves aient le plus possible accès à l'enseignement supérieur, mais qu'en même temps elle dit qu'il faut que l'insertion soit la plus rapide, et donc la réforme doit porter vers une insertion plus rapide. En fait, elle met le doigt justement sur tout le paradoxe gouvernemental qui est finalement de cautionner le fait qu'il y ait dans l'image du lycée pro qu'ils en ont, la simple volonté finalement de répondre à des besoins, à des besoins du secteur privé. Nous, ce qu'on dit très bien justement dans une tribune qui est parue au Monde la semaine dernière, c'est que on a une génération qui ne veut plus subir son destin, qui ne veut plus subir son orientation. Et que parce que justement les savoirs sont de plus en plus accessibles, parce que la connaissance est de plus en plus accessible, il y a une urgence absolue à venir à terme justement de ces inégalités, à la fois d'orientation, à la fois de destin. Parce que lorsqu'on rentre dans le lycée professionnel, aujourd'hui, il n'est même plus question de mobilité professionnelle lorsqu'on observe la réforme dont il est question. Alors que de plus en plus, on nous fait part du fait qu'on changera plusieurs fois de métier dans notre vie, etc. Mais là, il en est même pas question. La façon dont est réfléchie cette réforme, en tout cas de ce qu'on en perçoit aujourd'hui, en tout cas du côté du collectif, c'est que les filières professionnelles qui vont être proposées, hormis celles qui vont être justement supprimées, auront comme seul but et comme seul objectif de répondre à des besoins. Alors qu'on ne peut pas concevoir l'éducation comme seulement une réponse à des besoins, on doit aussi la voir comme un moyen d'émancipation, comme un moyen de liberté. Ça veut dire que les filières, par exemple, qui amènent peu de débouchés, on les maintient ou on les maintient pas? En fait, pour nous, la question des débouchés, elle est importante, elle est en effet essentielle. Mais le principal sujet, c'est celui de l'intérêt de l'élève. Oui. Le lycée professionnel, pour nous, ne doit en aucun cas forcer à travailler dans un secteur d'activité. On pourrait même dire que l'orientation professionnelle doit être celle de la curiosité. Finalement, est-ce qu'on a envie d'en savoir plus sur un secteur d'activité qui peut-être peut devenir notre métier, mais ça doit pas être la seule ambition. Alors, est-ce qu'il faut repenser peut-être le système des conseillers d'orientation, que je respecte évidemment, mais est-ce que c'est une vraie question aussi? Quelle est la formation pour être conseiller d'orientation? Il faut d'abord être psychologue. C'est ça, conseiller de désorientation plutôt aujourd'hui, malheureusement. Oui, pas tous, heureusement. Pas tous. Non, et puis là aussi, ils font ce qu'ils peuvent en fin de parcours. On ne va pas leur demander de faire un miracle, là où l'école n'a pas su tendre la main à des jeunes qui avaient d'autres talents que l'abstraction, vous savez, vous avez au collège une classe avec des élèves que vous devez amener vers une école d'ingénieur, vers la chirurgie, etc. Et puis vous avez des élèves où vous devez amener à la plomberie. Eh bien, vous laissez tomber tous ces jeunes qui ont du talent, ils sont au fond de classe, et pas une fois on leur tend la main. Alors, le propos, il est caricatural, mais je pense qu'il ne peut y avoir de réforme de la voie pro si on ne touche pas au collège et si on ne touche pas à l'enseignement supérieur. On doit avoir une réforme avec une vision globale, comment les jeunes se saisissent de l'économie locale et des métiers pour les faire découvrir très tôt et non pas une préorientation. Il est hors de question de préorienter un enfant qui a moins de 14 ans. Pour nous, c'est clair. Je le comprends, mais si les conseillers d'orientation continuent d'exister et de tenter de faire leur travail, plus ou moins d'aider à l'orientation d'un jeune, est-ce qu'on ne devrait pas repenser aussi le système de formation de ces dits conseillers d'orientation? Est-ce qu'il faut le repenser beaucoup plus tôt, peut-être amener autrement? Voilà, parce que finalement, c'est eux aussi qui orientent les familles et les élèves. Pour nous, en fait, il faut tout simplement exploser les conseils d'orientation au sens large. L'orientation, ça ne se réfléchit pas seulement à un cerveau, ni simplement en cercle fermé autour des professeurs. Pour nous, l'orientation doit être finalement l'aboutissement d'une réflexion commune
avec les acteurs associatifs qui ont une vision extérieure de l'élève, donc qui ne voient pas l'élève simplement en tant qu'élève, mais aussi en tant qu'enfant, avec les familles, avec les parents d'élèves. L'orientation, c'est quelque chose de tellement précieux qu'on ne peut pas justement simplement remettre ça entre les mains de quelques personnes qui vont avoir un regard sur l'élève, mais qui vont avoir un regard objectivé justement par une situation précise. Donc ça veut dire qu'il faut plus d'argent, plus de moyens à donner justement pour l'orientation. Comment on fait? On demande à l'État? Et plus de volonté politique. L'école ne peut pas se faire simplement au sein de l'école. L'école, c'est quelque chose qui est collectif. L'éducation, c'est quelque chose qui est collectif. Et donc, elle doit aussi ouvrir ses portes aux acteurs extérieurs. Les acteurs extérieurs, c'est qui? Les entreprises privées, c'est qui? C'est les associations qui ont un rôle moteur dans certains territoires. C'est les familles, c'est les parents d'élèves. D'accord avec ça, Pascal? En tout cas, je suis pas contre. J'ai toujours dit que l'école n'appartenait pas ni aux profs, ni aux élèves, ni aux parents d'élèves, mais à la société en général. Une école, c'est une colonne vertébrale d'une nation, et il faut qu'on s'intéresse à savoir à quoi sert l'école et qu'est-ce qu'on veut que chaque jeune qui sort de l'école puisse posséder. Donc la question de la culture commune. C'est vrai que l'école ne réussit plus du tout à être un ascenseur social, et c'est vrai qu'il est dans une reproduction sociale qui est devenue insupportable. Insupportable. On voit le nombre d'enfants d'ouvriers dans l'ex-Sénat ou à Polytechnique qui sont inférieurs à 1970, à 1980. Donc c'est infernal. Oui, mais ça fait des années que c'est le cas, vous l'avez dit vous-même. Politique. Oui. Et à cause de l'aveuglement des politiques. Pareil, c'est pas la faute des profs ni des conseillers d'orientation. Les conseillers d'orientation, ils font ce qu'on leur dit. Oui. Et quand vous avez un jeune qui vous arrive cabossé, eh bien vous pouvez mettre que 2 pansements, mais vous pouvez pas le guérir. Donc nous, on dit déjà, il faut qu'on y travaille vraiment sur le collège. Comment on tend la main à un jeune qui a des difficultés et qu'on lui redonne envie d'aimer l'école, mais aussi de découvrir quel talent il a en lui qu'il pourrait exploiter. Comment on fait une orientation qui ne soit plus une orientation par défaut. La différence avec Dylan... Par choix, donc. Mais qui soit vraiment par choix. Et si on veut ça, c'est pas un monde idyllique. L'orientation se fait dans un processus long, en 6e, en 5e, en 4e, et à la fin en 3e. Mais c'est un processus long sur des enfants. Donc l'enfant n'est pas un adulte en miniature, il se construit tranquillement. Donc on lui laisse le temps. Il peut aussi varier dans ses goûts, dans ses envies, mais on l'accompagne. C'est ça qu'il faut faire. Et ça, oui, c'est du temps, ce sont des personnels, mais c'est aussi se dire à quoi sert le collège. Et ça fait longtemps que vous en parlez, ça fait longtemps qu'il y a eu des réformes là-dessus. On a eu plein de réformes, il y en a encore une il y a quelques années. Qu'est-ce qui va changer? Pourquoi tout d'un coup, soudainement, on peut avoir une lumière d'espoir? Lumière d'espoir, je ne sais pas si dans l'état actuel, en tout cas en voyant ce que va faire le gouvernement, il y a une lueur d'espoir qui est envisageable. En tout cas, déjà, ce qui est encourageant du côté des propositions alternatives qu'il y a, c'est la mobilisation générale des syndicats qui ont réussi à s'unir justement pour pouvoir porter un autre projet du lycée professionnel. Et puis en fait, c'est le fait que paradoxalement, Macron présente cette réforme du lycée professionnel comme une réforme très importante de ce quinquennat-là, ce qui en fait va permettre de poser des questions de fond qui ne sont pas posées par le gouvernement, mais que nous, on est prêt à poser, qu'on est prêt à poser sur la table, avec des parlementaires qui nous soutiennent, avec des organisations qui nous soutiennent, avec des acteurs associatifs qui se mobilisent. Et donc, nous, on veut justement profiter de cette occasion-là pour pouvoir faire cette bataille de fond, cette bataille philosophique sur le lycée professionnel. Vous vous sentez écouté? On se sent en tout cas entendu. Après, nous, ce qu'on porte, c'est pas, on l'a pas inventé. Il y a un travail fou qui est fait depuis des dizaines d'années par les syndicats. En tout cas, on sent dans l'opposition de gauche comme de droite qu'il y a en tout cas un intérêt pour cette question qui arrive de façon assez différente de celle dont elle était précédemment arrivée. Donc il y a des choses qui vont se faire en tout cas au niveau parlementaire qui sont, je crois, pour l'instant inédites. Pour tous ceux qui se sentent bien dans la filière pro, qui ont réussi à avoir un métier qui leur plaît, et cela par choix, donc parce que cela existe évidemment, bien sûr. Tout cela, est-ce qu'ils vous disent combien ils sont heureux en filière pro, combien cette filière leur donne confiance justement en eux et en la vie? Alors on a des données scientifiques. On a un service à l'éducation nationale qui, je pourrais l'appeler le bébé INSEE. Elle s'appelle la DEP, qui fait des études scientifiques. C'est moyen comme nom. Je sais, mais c'est les acronymes de l'éducation nationale. Sauf qu'ils ont étudié aussi l'attente des élèves, leur contentement ou non à la fin de leur diplôme. Tous disent pourquoi on n'a pas eu des profs et cet enseignement-là avant. Ouais. Donc ça, c'est
très... alors ça nous fait plaisir, ça flatte l'ego un petit peu, mais au-delà de ça, c'est-à-dire que les jeunes dont on prend un endroit et on les amène au diplôme, je vous assure, c'est valorisant pour nous, mais d'abord pour eux. Et la plupart, je vous dis, à plus de 70%, ils veulent poursuivre parce qu'ils ne sont pas fous dans ce monde. Ils savent que dans les métiers du tertiaire, on embauche à bac+2, bac+3 et non pas à bac. Eh bien, il ne va pas falloir qu'on les freine, il va falloir au contraire qu'on ouvre des places de BTS, qu'on valorise le diplôme et qu'on leur donne accès à ces diplômes-là. Donc, heureusement, on a des élèves très très heureux et ceux qui décrochent, c'est ceux qu'on n'a pas réussi à décrocher et on n'en est pas responsable. Ça, c'est le message à la ministre. Que les choses soient claires, entendu. Dylan Aïassi, dernière question. Est-ce qu'on pourrait imaginer une voie pro pour les métiers qui nécessitent de longues études, de grandes études? Bien sûr, bien sûr. En fait, nous, la question qu'on pose, c'est que finalement, si l'enseignement professionnel a pour but de former à des secteurs d'activité, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas voir plus loin? Pourquoi justement on ne pourrait pas avoir des responsables de communication qui soient issus de bac professionnel? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des concepteurs ni des designers web qui soient issus de bac professionnel? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas même avoir des juristes ou des avocats qui soient issus de bac professionnel? Pourquoi est-ce que le bac professionnel finalement est un chemin accéléré vers l'emploi, même si certains le souhaitent? Et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas finalement faire qu'il soit fidèle à sa double ambition et d'insertion pour celles et ceux qui le souhaitent, mais aussi de poursuite d'études et voire de parcours plus longs d'un point de vue académique et scolaire. Écoutez, on espère que les choses bougent et vite, que ce ne sera pas une énième réforme pour rien et qu'enfin, on puisse être fiers tous de cette voie professionnelle, puisqu'on est déjà fiers, mais qu'on arrête de parler de voie de garage, ça suffit. Absolument. Stop à ce terme-là, épouvantable. Merci mille fois à vous deux d'avoir été là. Dylan Aïassi, je rappelle que vous êtes fondateur du collectif Une Voix pour tous, et qui réunit donc des élèves, des anciens élèves, des profs, pour alerter, pour sensibiliser et redorer l'image de cette filière pro, enfin de ces filières pro. Pascal Vivier, vous êtes secrétaire général du SNETA, le syndicat de l'enseignement professionnel. Merci à vous deux. On marque une courte pause, on se retrouve.